On se retrouve déjà les amis pour faire ensemble une grosse vidéo avant-match entre le Real Madrid et Chelsea pour le match retour de Ligue des Champions qui aura lieu ce mardi soir à Stamford Bridge. Le Real Madrid en tout cas qui part avec un avantage de 2 buts pour l'instant. Mais avant ça, comme vous l'avez peut-être remarqué sur la dernière vidéo avant-match, on ne fait plus que des avant-matchs en tout cas dans ces vidéos là. On va traiter aussi de beaucoup de petites actualités que je vais pas traiter en général en une seule vidéo. Du coup je vous affiche aussi le tout nouveau sommaire de la vidéo que vous verrez maintenant sur toutes les vidéos du même style ou d'autres vidéos en tout cas sur la chaîne pour pouvoir vous y retrouver au niveau de la vidéo, savoir de quel sujet on parle à tel moment et comme ça au moins ce sera plus clair pour tout le monde. Et je vous rappelle, si vous aimez le Real Madrid ou le football en général, n'hésitez pas à vous abonner car on est bien sûr de plus en plus nombreux sur la chaîne. Du coup abonnez-vous, cochez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos et le petit pouce bleu, c'est super important en tout cas pour soutenir mon travail. Premier sujet de la vidéo, le cas Toni Kroos qui apparemment est bien chaud et serait en tout cas sûr à 100% de prolonger son contrat au Real Madrid jusqu'à 2024. Celui qui était le plus en réflexion à mon sens pour continuer ou pas du tout en tout cas son aventure au Real Madrid, peu importe les résultats, qu'on remporte la Copa del Rey, la Ligue des Champions, un des deux trophées ou pas du tout, celui-ci était vraiment en doute par rapport de base à ses capacités, son âge, par rapport au fait que le Real Madrid rajeunit de plus en plus l'effectif, que la relève est là, qu'on les entraîne de plus en plus et que peut-être sa motivation est celui-ci à l'arrivée en tout cas en bout de sa course. Et en plus comme il souhaite finir sa carrière au Real Madrid, il n'a pas envie de partir en MLS, il n'a pas envie de partir en Arabie Saoudite ou je ne sais où. Donc forcément Toni Kroos qui a déjà pris sa retraite internationale avec l'Allemagne il y a maintenant quelques temps, souhaiterait pourquoi pas en finir cette saison. Sauf que du coup apparemment par rapport à l'ambiance du vestiaire, sa capacité aussi à encore régner sur le jeu au plus haut niveau, le fait qu'il a encore de la motivation et le niveau physique et technique pour ça, bah forcément il a envie de continuer jusqu'à 2024. Et comme on le voit dans les grands matchs, comme on l'a vu par exemple contre Chelsea ou contre le Barça, un Toni Kroos à ce niveau-là qui continue d'être régulier, de travailler, d'avoir encore la même motivation que quand il était jeune, j'ai envie de le voir tout comme Luka Modric continuer éternellement au Real Madrid. Et désolé pour les plus jeunes qui en tout cas n'ont pas forcément le temps de jeu qu'ils aimeraient à cause de Modric et Toni Kroos qui continuent d'être les premiers dans la hiérarchie et dans la tête d'Ancelotti, mais quand tu les vois à ce niveau-là, tu ne peux qu'être admiratif d'autant de régularité, d'autant de maîtrise dans le match, que ce soit dans les temps forts ou les temps faible, et autant de classe et de professionnalisme de ces joueurs-là. Tant qu'il continuera de briller, qu'il sera chaud en termes de motivation et de niveau, mais il faut que lui et Modric continuent le plus possible. C'est là justement qu'on arrive au deuxième sujet de la vidéo qui pourrait bien être un peu plus tendu que le premier, dans le sens où cette fois-ci ce serait peut-être Luka Modric qui dirait basta. Dans le cas d'un doublé Copa del Rey Ligue des Champions, il se pourrait bien que Modric décide de partir par la grande porte et de prendre aussi sa retraite au Real Madrid. Celui-ci qui va se rapprocher de plus en plus des 40 ans, a déjà déclaré qu'il aimerait jouer au Real Madrid jusqu'à ses 40 ans, mais il est clair par exemple que si tous les jeunes en place, Ceballos, Valverde, Tchouaméni, Camavinga sont bien entendu conservés car ils représentent l'avenir du club, que en plus de ça tu vas faire monter sûrement les Arribas, que tu auras Asensio qui va prolonger, que tu auras pourquoi pas Jude Bellingham qui peut arriver, si Toni Kroos venait à rester aussi, il y aurait au bout d'un moment un embouteillage et il se peut que Modric, même s'il a encore le niveau footballistique et technique largement au-dessus de la norme et qui continue tout comme Kroos de rayonner dans les grands rendez-vous et les grandes compétitions, mais il se pourrait bien que de lui-même il décide de sortir par la grande porte avec une autre Ligue des Champions au palmarès en disant pourquoi pas qu'il ne pourra peut-être plus faire mieux et peut-être que autant la motivation que ses capacités, il les voit peut-être sur le déclin d'après lui-même et pas forcément au top du top comme il aimerait. Alors que forcément c'est faux, on le voit semaine après semaine qu'il est toujours aussi rayonnant, peut-être un peu moins que l'an dernier parce que l'an dernier il était vraiment au top du top et c'était en tout cas la classe incarnée, mais c'est clair qu'au bout d'un moment il prend conscience qu'il vieillit et qu'il y a des efforts qu'il peut plus répéter tout le temps, il commence de plus en plus sur le banc, il se repose de plus en plus, c'est aussi à Ancelotti et en tout cas le staff technique de doser les efforts pour les joueurs en tout cas les plus âgés sur lesquels tu peux compter dans les grands rendez-vous, mais Luka Modric peut-être arrive de lui-même en bout de course et d'après les bruits de couloir, Toni Kroos est prêt de prolonger et Luka Modric est vraiment celui pour l'instant qui hésite le plus parce que de base c'était la situation inverse. Du coup est-ce que Toni Kroos va prolonger jusqu'en 2024 et Luka Modric de l'autre côté va s'arrêter en 2023? À vous de me dire en commentaire, mais bien sûr j'espère, comme je le répète tout le temps, que les deux vont au moins prolonger jusqu'en 2024 pour assurer définitivement la transition qui se fera vraiment avec de gros mercato cet été 2023 et pourquoi pas aussi en 2024. Autre sujet brûlant qui aujourd'hui est dans la tête de tous les madridistas qui peuvent être un petit peu déçus par ce joueur, c'est le cas Aurélien Tchouaméni qui est très critiqué en ce moment parce que sa deuxième partie de saison est vraiment pas à l'honneur de la première partie de saison qui était fantastique.
Certes, déjà de base, avoir sur les épaules le fait de remplacer Casemiro directement en tant que titulaire pour ta première saison au Real Madrid à seulement 21 ans, forcément, tu as un poids sur les épaules qui est monstrueux. Casemiro, c'était un des meilleurs 6 au monde, voire pourquoi pas un des meilleurs 6 de l'histoire du football et du Real Madrid, qui est dans un style très particulier, qui court partout, qui court pour 12, qui va au contact, qui est des fois à la limite bien sûr de la faute et de l'agressivité, une agressivité qui était toujours mise avec la bonne grinta de base sur le ballon, dans le jeu, parce que c'est des mecs qui aiment gagner, qui refusent la défaite et de perdre le moindre duel, le moindre contact. C'était des mecs comme Casemiro qui arrivent à se projeter, à apporter du danger offensivement, assurer de la sécurité défensive aussi, et pour Tchouaméni qui a encore bien sûr tout son avenir devant lui, qui a encore tout un avenir doré devant lui, autant au Real Madrid qu'en équipe de France, bah forcément il y a encore une énorme marge de progression. C'est un joueur qui est extrêmement talentueux, il faut pas griller les étapes, en tout cas trop vite. Il faut quand même se rappeler les amis que Tchouaméni n'a que 21 ans, qui nous a sorti 3-4 mois exceptionnels avec une adaptation éclair, avec de belles passes décisives, des activités de tous les instants, en tout cas aussi quelqu'un qui a assuré l'équilibre parfaitement, et quand il était pas là, ça se notait directement, le temps que Camavinga par exemple explose de plus en plus comme aujourd'hui, où celui-ci il a pris l'avantage justement sur Tchouaméni, mais quand Camavinga n'explosait pas encore et que Tchouaméni n'était pas là, c'était un peu le bordel au milieu de terrain. Faut quand même se le rappeler, aujourd'hui il est indispensable en équipe de France, et à l'avenir je pense que lui et Camavinga seront les deux milieux de terrain indispensables dans un 4-2-3-1 qui sera mis en place je pense pour les futures compétitions, et sûrement à l'avenir aussi au Real Madrid, avec pourquoi pas Rodrigo ou Asensio en numéro 10, mais c'est clair que pour moi l'avenir passera par ces deux-là, autant en équipe de France qu'en équipe du Real Madrid. Tchouaméni, faut pas oublier que aussi c'est quand même sa première saison d'adaptation. Nouveau pays, nouvelle langue à maîtriser, même si apparemment il parle plutôt bien l'espagnol et on l'a déjà entendu parler en conférence de presse, c'était pas trop mal, ou durant les interviews, mais s'il a encore bien sûr besoin de progresser là-dedans. Mais nouveau pays, nouvelle culture, il faut bien sûr s'adapter, t'es loin de ta famille, t'es loin de tes potes, c'est compliqué, même si dans le vestiaire tu parais bien intégré avec des jeunes, que t'as des Français, etc., c'est pas forcément facile. De l'autre côté, Casemiro, rappelez-vous, même s'il avait été au Real Madrid Castilla de base et qu'après il est monté en équipe première, c'était compliqué pour lui de jouer, même s'il avait beaucoup de talent, il avait dû de base s'exiler pendant un an au FC Porto avant de revenir et ne plus quitter l'effectif, mais ça a mis du temps. Là, Tchouaméni, il arrive de Monaco, il a fait de très bonnes saisons en France avec Bordeaux, Monaco, etc. Il a fait de belles prestations avec la France, mais le Real Madrid c'est autre chose. C'est pas la même pression, c'est pas la même demande aussi envers le joueur, c'est pas les mêmes efforts qu'on demande de fournir, et globalement Tchouaméni, pour moi, c'est pas une saison décevante, c'est une saison qui est pour l'instant moyenne, parce qu'en plus il a toujours pas marqué, etc. Il peut encore faire mieux niveau statistique et niveau régularité. Sa blessure l'a beaucoup handicapé, là maintenant il faut qu'il reprenne confiance en lui, plus de rythme aussi, parce que ses prises de balles, il est clair qu'elles sont un peu lentes, comme ses prises de décision, sa technique qui par moments peut apparaître un peu molle, parce que pourtant il a une belle qualité de passe, il a une belle qualité athlétique, de conservation, de récupération, il a tout ce qu'il faut, mais en ce moment il a clairement pas la confiance qu'il faut pour briller à son prime, tu vois. Tout comme Camavinga qui a demandé un peu de temps pour vraiment exploser, avoir la confiance à 100% d'Ancelotti, ça finira par arriver pour Tchouaméni qui va, je pense, briller au Real avec Camavinga pendant plus de 10 ans, tu vois. Donc pour l'instant sa saison, je la noterai entre 5 et 6 sur 10 grand maximum, plus 5 que 6, mais il y a encore beaucoup de matchs à faire avant la fin de saison, il a encore le temps de se rattraper et je pense que la prochaine sera sa saison. Croyez-moi. Un sujet super intéressant, c'est le Castilla qui a remporté son match hier à domicile contre le Celta de Vigo B 3-0, doublé de Sergio Arribas qui a marqué en plus un but encore une fois magnifique de l'extérieur de la surface qui montre un petit peu l'instar d'Asensio, qu'il a une belle frappe de balle, une belle précision, et même s'il marque des buts en 3ème division, des fois marquant du milieu de terrain, des 20 mètres ou 30 mètres, c'est quand même un mec qui ose tenter sa chance, quelqu'un qui ose dribbler, qui ose prendre le jeu à son compte, qui ose se déplacer un maximum, demander un maximum de ballons et surtout qui les bonifie, parce que même si tu joues en 3ème division, 2ème division, si tu fais pas les bonnes choses par rapport à ton talent qui peut être au-dessus de la norme ou tes adversaires, si tu t'en sers pas pour le collectif et pour faire la différence, ça sert à rien. T'as beaucoup de joueurs qui sont hors normes mais qui font souvent très peu de différence même contre les plus petites équipes de leur championnat. Là Arribas, ça se voit qu'il a trop de talent pour la 3ème division. On espère bien sûr que le Castilla, qui est actuellement premier en attendant que Alcorcón joue cet après-midi, puisse pourquoi pas aller soit en étant qualifié directement avec la première place, soit via les playoffs ensuite pour la 2ème division, et ça fera en tout cas hyper plaisir de voir une équipe jeune qui certes aura un déficit d'expérience, d'âge, de niveau global, etc. pour rester en 2ème division, même si je pense qu'ils peuvent largement le faire en termes de talent, il y a largement ce qu'il faut. Faudra peut-être faire quelques recrues et ajustements pour pourquoi pas les aider à tenir la route là-haut en 2ème division, mais pour moi les Arribas par exemple ont largement le niveau d'aller en équipe première, on l'attend en tout cas, tout comme Alvaro Rodriguez qui est normalement confirmé pour l'équipe première, mais ça fait plaisir, on a plein de talents comme les Aranda, les Peter, il y a encore Carlos D'autoro aussi qui a marqué, tu vois t'as pas mal de belles pépites là-bas, les Nicopas et tout ça, qui mériteraient d'être prêtés
pourquoi pas dans les équipes de Liga pour s'aguerrir et revenir en équipe première un jour pour tout exploser avec un noyau dur du centre de formation. Mais le Castilla, je suis extrêmement fier d'eux et j'espère que s'ils montent en deuxième division, j'aurai le temps de faire un maximum en tout cas de vidéos sur eux, sur les débriefs aussi à chaud que je pourrais faire sur le Castilla, qui méritera en tout cas toute notre attention s'ils vont vraiment en deuxième division. Mais pour l'instant dans les commentaires, vous pouvez les féliciter. J'aimerais aussi revenir vite fait sur le cas Hendrik, et après on parlera très rapidement du cas Haaland avant de passer à l'avant-match. Le cas Hendrik, j'avais fait une vidéo l'autre jour pour vous dire qu'il était totalement désemparé, qu'en 12 matchs en 2023 il n'avait pas planté un seul but ni une passe décisive, sauf que l'autre jour en seulement 3 matchs il a planté 2 buts et fait quelques passes décisives. Donc en ce moment il est en train de revivre, c'est un jeune de 16 ans qui était très critiqué, qui a été surexposé, même lui il a dit en tout cas dans les réseaux qu'il n'avait pas forcément demandé cette surexposition, même s'il faut forcément s'attendre quand tu as un crack générationnel, que tu marques des buts, que tu remportes des titres, que tu grilles toutes les étapes, que les médias autant de ton pays qu'à l'international, et encore plus quand tu vas signer au Real Madrid, le plus grand club du monde, que tu vas être exposé, surexposé au niveau mondial. Donc les critiques, faut qu'il fasse avec, les pressions dans les médias, faut qu'il fasse avec, et qu'il apprenne en tout cas à jouer avec ça, comme le fait par exemple Vinicius ou Rodrigo aujourd'hui, pour justement profiter de cette pression et des critiques pour se rendre plus fort, se créer une carapace, pour devenir un joueur qui aura autant une âme de leader qu'un bon mental et surtout quelqu'un qui fera la différence sur le terrain. Il a marqué des buts importants, il a encore été sacré champion du Brésil, je crois qu'il a déjà 3 titres au compteur à seulement 16 ans, c'est absolument phénoménal, il part déjà sur des bases super élevées et le gars continue en tout cas de marquer des points, de rentrer en jeu, d'enchaîner les matchs avec les titularisations qui vont avec, et il marque vraiment beaucoup de points et en plus contre de très belles équipes au championnat brésilien. Certes c'est pas le championnat d'Espagne, le championnat anglais et tout ça, mais quand t'as 16 ans et que tu fais autant la différence, c'est déjà quand même pas mal bon signe. Après on attend plus de régularité, de sérieux et de discipline, à voir s'il va passer des caps, s'il va continuer de progresser dans tous les secteurs du jeu, mais ça paraît en tout cas bien parti et je vous rappelle qu'il arrivera au Real Madrid en 2024. Et d'ailleurs en 2024, ce sera le dernier sujet avant l'avant-match, il y a potentiellement le Real Madrid qui veut signer Erling Haaland. Erling Haaland qui pour sa première saison en Première Ligue a déjà passé les 32 buts, qui égale au passage le record détenu par Salah il y a quelques saisons de 32 buts marqués en une seule saison de Première Ligue, qui est le record pour l'instant, sans parler du record d'Alan Shearer qui est de 34 buts en une saison à l'époque où la Première Ligue était en 42 journées et pas 38, mais là il a encore 8 journées devant lui cette saison pour pourquoi pas aller jusqu'aux 40, ce qui serait phénoménal et qui montre qu'en seulement 3-4 saisons au niveau professionnel il est déjà monstrueux. À 21-22 ans Erling Haaland, c'est plein de records avec du coup des ratios de buts marqués par match joué qui sont phénoménaux, que ce soit notamment à Salzbourg, que ce soit à Dortmund, que ce soit en sélection, que ce soit à City. Le mec, peu importe les clubs, peu importe le championnat, où il en a joué d'ailleurs dans 3 championnats différents, et en Ligue des Champions surtout, c'est phénoménal. Et je pense que c'est le joueur qui, dans les prochaines années, va être une référence, qui battra le plus de records au niveau mondial. Pourquoi pas le record de CR7 sur le nombre de buts marqués en une saison de Ligue des Champions qui est 17. Pourquoi pas le record de buts de Messi, 91 buts sur une année civile, ça pourrait être incroyable. Et Haaland, pour moi, il est parti pour battre tous les records. Certains le critiquent parce que dans le jeu, il n'est pas le plus beau à avoir joué, c'est pas le mec qui fera le plus de différence, de talonnade, tout ce que tu veux. Mais le mec, il peut marquer du gauche, du droit, de près, de loin, sur des ciseaux retournés, de la tête, tout ce que tu veux. Un attaquant, c'est fait pour marquer des buts. Le but du football, c'est marquer des buts. C'est pas d'être élégant, tu vois. Ça saurait s'il y avait des points marqués par l'élégance. Donc à ce moment-là, il fait son boulot. L'attaquant, il doit marquer et terminer. Et pour moi, Erling Haaland, c'est l'attaquant pur que le Real Madrid doit viser en 2024. Kylian Mbappé, c'est un mec qui veut trop tout gérer, trop un leader, tout ce que tu veux. On a déjà Vinicius et Rodrigo sur les côtés. C'est pas pour ajouter un Kylian Mbappé. Bien entendu, en termes de qualité technique, physique et tout ça, la vitesse, il serait monstrueux au Real Madrid. Et il réussirait, j'en suis certain. Il battrait beaucoup de records. Et il remporterait beaucoup de titres avec le Real. Mais aujourd'hui, on aurait plus besoin, je pense, d'un Haaland qui pourra tenir le ballon dos au but, qui pourra faire des déviations, qui pourra aussi profiter de la moindre occasion donnée par ses compères Asensio, Rodrigo, Vinicius et les autres. Et il serait monstrueux. Et pour prendre la relève de Benzema, je vois pas mieux. On a besoin d'un tueur devant parce que Vinicius et Rodrigo sont encore un peu maladroits. Et si tu as un vrai tueur devant comme Haaland qui transforme la moindre demi-occasion voire quart d'occasion en but, c'est parfait. Donc Hendrik en 2024 et pourquoi pas Haaland en 2024 pour un 4-4-2 qui serait phénoménal avec Rodrigo, Vinicius, etc. Avec pourquoi pas un 4-2-3-1 aussi avec pas mal de retouches et compositions qui pourraient varier. On n'est en tout cas pas à l'abri d'avoir un Real Madrid qui sera bien chargé à tous les postes avec des remplaçants et titulaires de qualité et qui pourra faire des ravages sur plusieurs années au niveau d'une génération extrêmement dorée. Et pour terminer la vidéo du coup sur l'avant-match entre Real Madrid et Chelsea, alors là je vais être assez rapide parce que je vais pas répéter tout ce que j'ai dit la semaine dernière par rapport à l'analyse de Chelsea. On l'a vu ce week-end, hein. Chelsea à domicile, et ben avec Lampard pour l'instant, toutes compétitions confondues, à l'extérieur domicile c'est 3 matchs, 3 défaites. Potentiellement 4 hein, vu qu'on va les affronter mardi, mais s'il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On a eu un match aller
qui était phénoménal de la part du Real Madrid, qui les a dominés dans tous les secteurs de jeu, qui a laissé très peu d'occasions franches à Chelsea, qui aurait pu, s'ils avaient eu des meilleurs joueurs, pourquoi pas, ou des joueurs plus malins comme les Félix qui ont raté une occasion dès le début du match ou quoi, prendre de l'avance. Mais sur l'ensemble du match, le Real Madrid les avait étouffé. On a remporté le match 2-0, on aurait pu faire 3 ou 4-0 facile. Et encore que c'est même un hold-up de la part de Chelsea, à 10 contre 11, de repartir qu'avec 2 buts, en tout cas de retard, du Bernabeu. On sait qu'ils n'auront pas Koulibaly qui je pense sera encore blessé, ils auront pas Chilwell qui a pris un carton rouge, il y a des joueurs aussi là-bas qui sont pas dans leur meilleure forme, ils ont eu la chance aussi d'avoir Reece James par exemple qui n'a pas pris un carton jaune qui leur est suspendu pour ce match-là, mais Chelsea on l'a vu ce week-end, une défense à 4, c'est le bordel, ils se font prendre de tous les côtés en vitesse, en puissance. Chelsea contre Brighton, ça s'est fait bousculer, mais physiquement dans tous les duels, ils n'ont même pas eu la possession du ballon à domicile, ni rien du tout. Même une équipe de moyen de tableau comme Brighton, enfin qui est même mieux classée que cette saison, les a bousculés avec une différence pourtant de talent individuel qui est monstrueuse. Chelsea, collectivement, c'est le bordel, c'est désorganisé autant offensivement que défensivement. Ça compte sur les individualités pour marquer des buts et encore que même le collectif est pas huilé. Mudryk, à un moment qui déborde et qui la donne pas à Ziyech, alors qu'il avait largement le temps de le faire et tout ça, ça montre que les individualités de Chelsea n'ont ni la confiance, ni aujourd'hui le niveau requis pour bousculer Chelsea et les remonter en termes d'orgueil, d'ego et d'institution. C'est un effectif qui est fait pour briller sur la durée mais pas à court terme. Là, l'équipe de Chelsea doit encore se trouver, compter sur un noyau dur, enlever beaucoup de joueurs parce qu'ils ont beaucoup trop de joueurs en tout cas dans leur effectif, ils devront dégraisser pour apporter une concurrence qui sera plus saine et plus juste, mais en attendant le problème de changement de coach, l'institution qui est pas bonne, les règles qui sont pas bien pour tout le monde aussi, la concurrence là-bas qui n'est pas juste avec les mecs qui sont bons, qui sont sur le banc, des mecs pas bons mais qui ont été achetés des millions qui pour l'instant jouent devant d'autres joueurs, il n'y a pas une composition qui est fraîche, il n'y a pas une composition qui est régulière, pas une tactique aussi qui est régulière, donc les joueurs sont un peu perdus et ça se voit sur l'organisation du terrain où tu sais pas s'ils vont jouer en contre, s'ils doivent jouer en tout cas en bloc resserré, s'ils doivent en tout cas se projeter extrêmement vite, tu sais pas s'ils font les attaques placées, s'ils jouent la possession, tu comprends rien. Chelsea c'est vraiment un effectif aujourd'hui qui est limité footballistiquement mais qui à l'avenir par contre aura une ossature extrêmement puissante et qui fera peur sur le moyen et long terme, mais à court terme c'est catastrophique. Ils savent pas dominer le ballon, le jeu, et aujourd'hui le Real Madrid qui a une avance de 2 buts va venir à Stamford Bridge, non pas avec la volonté de défendre parce qu'on peut en tout cas avoir le temps venir avec Chelsea parce que plus le temps va passer puis on sera tranquille et plus Chelsea sera pressé de marquer, puis ils vont laisser des espaces et on pourra les tuer derrière. Mais déjà que tu vois de base, avec une défense à 4, ils s'en sortent pas. Contre le Real Madrid, ils ont sorti l'artillerie lourde et le 3-5-2 avec les 2 pistons, ils se sont fait bouffer aussi. Et si tes 2 pistons se font manger, comme du coup Reece James s'est fait manger par Vinicius et l'autre côté Chilwell s'est fait bouffer par Rodrigo, ben franchement, ton 3-5-2 il vole en éclats et c'est tout ton système depuis le début de ton château de cartes qui va s'écrouler. Donc Chelsea n'a pas un système qui fonctionne, que ce soit offensivement, défensivement, ça compte trop sur des buts venus d'ailleurs, ils marquent même pas un but par match, toutes compètes confondues. Haaland a but tout seul en championnat, il a plus de buts que Chelsea et ils en prennent de tous les côtés. Donc Chelsea qui n'a pas une bonne défense, que ce soit en première ligue ou en Ligue des Champions, et il n'a pas une bonne attaque non plus dans les deux cas. Ils ont réussi à aller en quart de finale parce que Dortmund ils ont choqué au dernier moment, parce que de base ils étaient sur le papier largement meilleurs et largement plus huilés, mais à part ça, Chelsea va sûrement s'arrêter là. Et il n'a pas les armes pour lutter contre le Real Madrid. Il y a une différence d'engagement, d'énergie, et le Real Madrid, ce qu'ils ont mis ce week-end en Liga par exemple contre Cadiz, c'était exceptionnel, et l'engagement qu'il y a eu déjà depuis une semaine avec en plus Ancelotti qui a pu faire tourner avec des joueurs en pleine confiance, je pense très clairement que ce match retour à Chelsea, même s'il ne faut pas sous-estimer Chelsea, ça va être encore une fois un no-match. Peut-être que Chelsea aura le ballon au début, mais plus le match va avancer, plus je suis certain que le Real va tuer Chelsea soit en contre, soit en dominant le jeu et le ballon. Et pour moi, le Real Madrid ne doit pas passer à travers. Il ne peut pas passer à travers parce que je vois pas comment Chelsea avec leurs armes et le peu de choses et le peu d'arguments qu'ils ont, ils peuvent passer par-dessus le Real. Donc franchement, je vais pas me répéter sur pas mal de choses que j'ai dit avant, que ce soit dans l'avant-match ou le débrief, parce que pour moi, je vois quasiment le même match entre l'aller et le retour. Sauf si le Real Madrid choque évidemment, ou se font peur comme on avait l'habitude de voir ces dernières années à des moments même quand tu domines et tout ça. Mais pour moi le Real Madrid aujourd'hui va affronter City en demi-finale et je suis prêt à le dire dès maintenant. Attention au karma, mais là franchement si on perd là ce serait incompréhensible. Enfin bref les amis, je vous laisserai avec cette vidéo, je vous laisserai me dire ce que vous pensez en tout cas de ce nouveau format, encore une fois, le nombre d'informations dont on a parlé, l'avant-match aussi, ce que vous pensez du résultat qu'il peut y avoir. Donnez-moi vos pronostics bien sûr dans les commentaires, j'attends tout ça avec impatience. Abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu, les raisons en description et à bientôt pour prochaine vidéo. Ciao.